Bien, salam alaikum. Nous abordons aujourd'hui le cas du fluide parfait. C'est le cinquième chapitre. Nous allons mettre sur pied l'équation qui régit l'écoulement d'un fluide dit parfait. Nous commencerons d'abord par définir ce qu'est qu'un fluide parfait. Donc, un fluide parfait, en toute logique, c'est un fluide au sein duquel ne se développent pas les forces de frottement. Il n'y a pas de force de frottement. Autrement dit, sa viscosité doit être identiquement nulle. Elle doit être identiquement nulle pour qu'on puisse admettre que le fluide puisse glisser sans frottement le long des parois. Le long des parois. Je parlerai ensuite de la continuité de la composante tangentielle à la paroi. En fait, tout fluide possède une viscosité, aussi petite que soit-elle. Elle est toujours là, elle ne peut être égale à zéro. Donc que veut dire un fluide parfait? Un fluide en écoulement parfait. C'est un écoulement pour lequel les forces de frottement sont négligeables par rapport aux autres forces, les forces de pesanteur, de volume et de surface. Elles sont négligeables. En fait, c'est un comportement qui tend asymptotiquement vers celui d'un fluide parfait. Donc je vais un peu revenir sur la notion de la continuité du champ de vitesse à la paroi. Nous avons dit donc que le fluide parfait n'existait pas, que c'était un comportement asymptotique de certains types d'écoulement pour lesquels les forces de frottement visqueux étaient négligeables, mais également on avait dit qu'on sacrifiait la continuité de la composante tangentielle à la vitesse. Que veut dire cela? En fait, nous avions établi, ça fait quelque temps, la condition d'adhérence qui est subdivisée en deux conditions, la condition de non-glissement et la condition de non-pénétration. Revenons et voyons attentivement la condition de non-glissement. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que la vitesse du fluide à la paroi, qui adhère à la paroi, c'est égal à la vitesse de la paroi. Ceci nous permettait de se raccorder en continuité avec la paroi. Bien, si j'admets que le fluide puisse glisser, sur la paroi, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que s'il glisse à la paroi, il va y avoir une discontinuité parce que la paroi, elle a une vitesse. Comme la paroi est immobile, la vitesse est nulle. Or, le fluide glisse sur la paroi. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on ne pourra plus se raccorder en continuité à la paroi. On va sacrifier cette continuité des composantes tangentielles de la vitesse et on va retenir uniquement la continuité du champ de vitesse au sein du fluide. Donc, on le sait, la vitesse de la paroi, elle est égale à 0. Je passe de 0 à une vitesse non nulle, brutalement. Il y a discontinuité, je m'en rends compte, mais on va sacrifier la continuité de la composante tangentielle, ici c'est Vx, à la paroi, au profit de la continuité du champ de vitesse au sein même du fluide. Bien. Pour ce qui est de la condition de non-pénétration, celle-ci reste pleinement applicable, puisque nous dirons toujours que la vitesse du fluide dans la direction normale, c'est égal à la vitesse de la paroi. Donc, puisque la paroi est imperméable, nous aurons toujours 0. Bien, donc nous avons retenu ceci. Un fluide sera dit parfait si les forces de frottement restent négligeables par rapport aux autres forces. C'est un comportement qui tend asymptotiquement vers celui d'un fluide qui ne possède pas de viscosité. Nous aurons à sacrifier la continuité de la composante tangentielle à la paroi, tant pis, au profit de la continuité du champ de vitesse en son sein. Bien, une fois qu'on a parlé de ça, une fois qu'on a bien défini de quoi il en retournait, nous allons à présent, pour pouvoir mettre sur pied l'équation qui va gouverner l'écoulement d'un fluide parfait, d'abord faire un rappel des trois premières lois de Newton. Les trois premières lois de Newton, d'abord la loi d'inertie. Elle dit que tout corps reste dans son état, par exemple, de repos s'il n'y a aucune force qui vienne agir sur ce corps, ou bien tout corps persistera dans son mouvement rectiligne uniforme pourvu qu'il n'y ait aucune force extérieure qui vienne agir sur lui. La deuxième force, ou bien la loi du mouvement
tout le monde la connaît, c'est celle qui dit que m gamma c'est égal à la somme des forces qui s'exercent sur le poids matériel K, qui a une masse mk. Donc gamma, c'est la première dérivée de la vitesse par rapport au temps. La somme des forces, il s'agit des forces Fk, c'est les forces extérieures, la résistance des forces extérieures qui s'exercent, qui ne sont pas appartiennent pas au système, qui n'appartiennent pas au système et qui s'exercent sur le poids matériel K. La force Fjk, ce sont les forces qui sont à l'intérieur de mon système qui s'exercent sur K, et la somme des Fjk, la somme sur J des Fjk, c'est la résistance de ces forces. Et enfin, la dernière loi, la loi d'action-réaction, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, Fkj est égal et opposé à Fjk. Les actions réciproques de deux corps sont toujours égales et opposées. Donc retenons la loi de la dynamique, la seconde loi de Newton, et la troisième loi pour aller démontrer le théorème de la quantité de mouvement. Bien. Alors, on va essayer de construire ce théorème. Je vais d'abord me choisir un certain système matériel constitué de plusieurs points matériels. Par exemple, le point 1, le point 2, le point 3 et 4, etc. jusqu'à n, en passant par k. Je vais les appeler ainsi. Ça, c'est mon système matériel que je viens de définir par rapport à un repère galiléen fixe. Chaque point matériel a une masse mk, tel que le point matériel 1 a une masse m1, le point matériel 2, m2, etc. jusqu'à mn. Et les points matériels s'appliquent en un point AK, A1 pour le premier point matériel, A2, etc. jusqu'à AN. Et la vitesse VK de chaque point matériel, ça sera la dérivée par rapport au temps du rayon vecteur OA1, OA2, c'est-à-dire OAK par rapport, comme je l'ai dit, par rapport au temps. Bien, on va maintenant écrire la seconde loi de Newton pour le point matériel K. Au préalable, écrivons la seconde loi de Newton pour le point matériel K. Donc tout le monde l'a compris, ça sera mk, la dérivée de vk par rapport au temps, mk, la dérivée de vk par rapport au temps, c'est égal à l'action des forces extérieures qui s'exercent sur le point matériel K, plus les actions de le point matériel 1 sur K, le 2 sur K, le 3 sur K, etc. jusqu'à n sur K. C'est les actions des points matériels qui sont à l'intérieur de mon système, qui appartiennent à mon système matériel et qui exercent une force sur le poids matériel K. Maintenant, la masse étant un invariant, on l'a déjà dit, la masse est un invariant dans le temps, je peux faire entrer la masse dans la dérivée. J'obtiens ainsi ceci. La dérivée par rapport au temps de mk, vk, qui sera égale au second membre. Je remarque au passage que la masse fois la vitesse, ce n'est rien d'autre que la quantité de mouvement du point matériel K. Donc ça serait la variation par rapport au temps de la quantité de mouvement du point matériel K. Et au second membre, vous avez les forces qui agissent sur le point matériel K, extérieur pour le premier terme du second membre et intérieur pour le deuxième terme du second membre. Maintenant, je continue. J'ai écrit donc la seconde loi de Newton pour le poids matériel K. Je vais réécrire la seconde loi de Newton pour le poids matériel 1, 2, 3, K jusqu'à N. Je vais faire ceci. Donc écrivons pour le poids matériel K, mais rajoutons celle du point matériel 1, 2, etc. jusqu'à K et jusqu'à arriver à N. Puis sommons membre à membre. C'est une équation. Ben, je me rends compte par exemple pour le premier membre, ça va être d par rapport à dt de m1 v1 plus d sur dt de m2 v2 jusqu'à arriver à mn vn. Ça va être somme de d sur dt de mk vk. Le second membre, le premier terme, c'est très simple, c'est la somme des fk. Et pour le dernier terme du second membre, ça sera la somme sur k de la somme sur j, donc la double somme des fjk. Voilà à quoi j'aboutis.
une fois que je fais la sommation membre à membre des premiers membres et seconds. Bien, observons attentivement la double somme. Celle-ci va être égale à 0. Je le démontrerai rapidement pour un système constitué de deux points matériels. Et je vais ensuite permuter entre dérivation et sommation puisqu'elles sont distributives. Donc, puisque la dérivation est distributive par rapport à l'addition, je peux permuter entre la dérivée et la sommation. Donc, je vais avoir ceci. D sur dt de la somme des mk/vk, c'est égal à la somme des forces extérieures. Alors, certains pourraient s'interroger et dire pourquoi la somme des forces intérieures est-elle égale à 0. Donc, prenons un exemple pour pouvoir répondre à cette question. Je vais prendre un système matériel constitué de deux points matériels, le point 1 et le point 2, que voici. Écrivons la somme, la double somme des fjk dans ce cas. J'aurai donc F11, F12, F21 et F22. Sachant qu'un point matériel par conjonction ne peut exercer sur lui-même une force, j'aurai les F, J, J, F, KK qui seront égales à 0. En vertu de la troisième loi de Newton, je vais avoir donc la somme qui va être égale à 0. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons de nous débarrasser des forces intérieures, de leur résultante qui apparaissaient dans le théorème de la quantité de mouvement. Parce que qu'est-ce que je viens de vous démontrer là maintenant? Je viens de vous démontrer l'écriture du théorème de la quantité de mouvement. Il dit quoi? La variation par rapport au temps, la variation par rapport au temps, c'est une quantité de mouvement, de la quantité de mouvement totale d'un système matériel, elle est égale à la résultante des forces extérieures. La variation par rapport au temps de la quantité de mouvement totale d'un système matériel est égale à la résultante des forces extérieures. Bien, donc voilà l'énoncé du théorème de la quantité de mouvement que nous retrouvons dans la prochaine diapositive que voici. Et je ne vais pas le réénoncer parce que je viens juste de le faire. Nous allons maintenant aller, tout ceci a été fait pour un système matériel constitué de n points matériels. Maintenant, nous allons refaire tout ce travail-là pour un volume de référence, petit v, connexe, délimité donc par une surface grand S fermée et rectifiable. Je vais réécrire le théorème de la quantité de mouvement pour pouvoir arriver aux équations au pluriel de l'air qui vont caractériser l'écoulement d'un fluide parfait. Bien, c'est une équation vectorielle. Je vais travailler en projection suivant la direction OXEI. Comme je vais donc écrire ce théorème pour ce volume de référence connexe, je vais donc intégrer, la somme devient intégrale, ça s'écrira comme ceci, d sur dt de l'intégrale, la masse c'est rho v rho v fois dv, la masse est rho dv fois v, donc ça me donnera ceci, rho vi dv, la masse est rho dv, j'ai projeté suivant la direction OXEI, ça va être égal à la résultante des forces extérieures en projection suivant la direction OXEI, en projection suivant la direction OXEI. Bien, maintenant pour pouvoir aller plus loin, il faudra que je m'arme de ce que j'ai vu avant, à savoir le théorème de la quantité de mouvement et les forces extérieures. Alors, je vais commencer par ceci. Voici à quoi j'ai abouti une fois que j'ai appliqué le théorème de la quantité de mouvement au volume de référence que je vous ai présenté dans la diapo d'avant. J'observe qu'ici, je peux, au lieu de faire le bilan de la quantité de mouvement au temps t plus dt, faire la différence, je peux directement appliquer un théorème très puissant qu'on appelle le théorème de Leibniz ou bien le théorème de transport de Reynolds, qui va me rendre compte du résultat très rapidement. Donc je vais appliquer le théorème de Leibniz. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Leibniz? Voici, il va être écrit ici, je vous le rappelle, pour une grandeur extensive quelconque. La dérivée par rapport au temps de l'intégrale de volume du grandeur psi dv, c'est égal à la variation instantanée de cette grandeur, plus le flux sortant par S pendant dt de cette grandeur. Ici, il s'agira de ρ vi. La semaine d'avant, il s'agissait de ρ, la masse volumique, la masse par unité de volume. Et donc, je vais appliquer ça à ρ vi. Ben, vous l'avez compris, ça va être la dérivée partielle de ρ vi par rapport au temps, plus le flux sortant par S de ρ vi. Voilà à quoi ça va être égal. Maintenant, je vais observer attentivement le second membre. Il est constitué de la résultante des forces extérieures, nous l'avons déjà dit.
La résultante des forces intérieures forme un torseur nul. Il me reste les forces extérieures. Il y a deux types de forces extérieures, les forces de volume et les forces de surface. Pour les forces de volume, nous l'avons déjà dit, nous ne travaillerons qu'avec les forces d'origine gravitationnelle, à savoir la pesanteur. Donc ça va être intégral, je ne reviens pas sur les démonstrations, vous les avez sur les premières vidéos. Donc ça va être intégral de ρ g i dV moins intégral de P n i ds pour ce qui est de la force de surface qui concerne les forces de pression qui sont toujours présentes. Donc les voici pour les forces extérieures. La force de volume de pesanteur, pour être plus précis, c'est le poids, force verticale dirigée vers le bas, et la force de pression, que voici, orthogonale à l'élément de surface considéré. Je vais maintenant faire l'égalité entre le premier et le second membre. Ça me donne ceci. Avant d'aller voir rapidement la diapo qui vient, je me rends compte qu'il va y avoir des intégrales de volume, qu'il y a des intégrales de volume et de surface. Il va falloir transformer les intégrales de surface en intégrales de volume par le biais des théorèmes de la divergence pour la première intégrale et du gradient pour ce qui est de la seconde intégrale, puisqu'ici il s'agit d'une grandeur vectorielle et ici il s'agit d'une grandeur scalaire. Donc nous y allons tout doucement. Voici à quoi j'ai abouti. J'ai oublié de vous le dire. Ici, GVn, GV scalaire n, grâce à la convention de sommation d'Einstein, ça sera VJ1J. Je n'ai pas le droit de choisir I. I a déjà été pris par VI. Donc je choisis un deuxième indice muet, IJ, car n'importe lequel, l'essentiel, je ne prends plus I. J'obtiens ceci. Voici à quoi j'ai abouti. Donc utilisant le théorème de la divergence ou bien d'Ostrogradsky pour transformer cette première intégrale de surface en une intégrale de volume. Donc ça me donne ceci. Le problème, on l'a compris, il faut dériver par rapport à l'espace. Il faut dériver partielle par rapport à l'espace. Que choisir un i, un j, un k. Vous avez ici choisi vj, un j. Par conséquent, ici, j'aurai d de xj de ce qui reste, c'est-à-dire ρ, vi, vj. Ρ, vi, vj. Je fais la même chose pour la dernière intégrale de surface qui concerne un champ scalaire. Par conséquent, je vais appliquer le théorème du gradient. Le théorème du gradient, donc ce sera la même chose, une dérivée spatiale. Une dérivée spatiale par rapport à quel x. Ici, j'ai choisi ni. Par conséquent, ça sera xi. Voilà. Nous avons donc que des intégrales qui portent sur le volume connexe petit v. Je peux regrouper les écritures comme ceci. On va refaire le même travail qu'on a maintenant fait pour la troisième fois. Nous avons une intégrale qui s'exprime pour un certain domaine de fluide connexe. Ce résultat est valable quel que soit le volume de fluide, quel que soit le domaine. Par conséquent, j'arrive à la relation ponctuelle, la relation en un point de l'espace à un instant donné qui donne ceci. Voici une première écriture des équations de l'air en projection suivant la direction OXI. C'est une première écriture des équations de l'air suivant la direction OXI. Alors je parle au pluriel, je dis les équations de l'air, puisque c'est une équation, pour rappeler que c'est une équation vectorielle, par conséquent, elle admet trois projections, par exemple en coordonnées cartésiennes suivant OX, OY et OZ. Donc il y a toujours trois équations ici, c'est pour ça qu'on préfère parler au pluriel et dire les équations de l'air, pour ne pas perdre de vue que c'est une équation vectorielle, contrairement à celle de continuité qui, elle, est scalaire. Donc cette écriture ne m'arrange pas tellement pour pouvoir expliquer un peu le second membre. Je vais réécrire le premier membre pour pouvoir proposer une expression alternative des équations de l'air. Donc je vais reprendre la dernière équation, l'équation 7, que voici, et je vais réécrire le premier membre. Je m'aperçois que j'ai une dérivée d'un produit, la dérivée d'un produit. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. Je vais appliquer ça pour les deux termes du premier membre. Je commence par la partie en rose. Donc rapidement, la dérivée par rapport au temps de ρ vi, ça sera ρ d vi sur dt plus vi d ρ sur dt. Ça sera ça. Maintenant, pour la deuxième dérivée, je vais prendre toute seule la vitesse vi et ensemble ρ vj. Donc ça me donnera ρ vj d de vi sur dxj plus vi d sur dxj de ρ vj. Voilà. Donc j'ai juste développé le premier membre puisque j'ai des dérivées. Maintenant, je vais observer attentivement cette dérivée et celle-ci, et ensuite cette dérivée et celle-là.
Je remarque qu'il y a ρ en facteur pour la partie en rouge, en bleu, pardon, que voici. Je vais les regrouper en mettant ρ en facteur et je vais regrouper les deux autres dérivés en mettant VI cette fois-ci en facteur. J'obtiens ceci en mettant d'abord ρ en facteur, ρ dVi sur dt plus Vj dVi sur dxj. J'obtiens ça. Et ensuite, Vi d de ρ sur dt plus d sur dxj de ρ Vj. Mais là, je reconnais des expressions que j'ai démontrées dans les précédentes séances. Je reconnais par exemple ici la définition de la dérivée particulière. La dérivée particulière au total, que voici. La dérivée particulière de VI. Je reconnais là la dérivée particulière de VI qui est constituée de la dérivée instantanée ou locale plus la dérivée convective. Donc ici, je reconnais la dérivée particulière de VI. En rouge, je reconnais, fois VI, l'équation de continuité que nous avons juste démontrée dans la séance précédente. D de ρ sur dt plus d sur dxj de ρ Vj ou bien d sur dxi de ρ Vi puisque i ou j ne sont que des indices muets. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 0 si la phase est conservative, c'est égal à 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. J'obtiens une expression plus sympathique des équations de l'air. Pourquoi? Parce qu'elle me fait apparaître quelque chose que je connais depuis Newton. Elle me fait apparaître l'accélération de la particule fluide. Donc je vais reprendre ça dans la prochaine diapositive. J'ai ρ fois l'accélération d'une particule fluide qui est égale à quoi? Qui est égale au second membre. Mais je me rappelle que l'accélération est aussi apparue, elle est aussi apparue dans la seconde loi de Newton. Dans la seconde loi de Newton, j'ai vu apparaître l'accélération. Par conséquent, puisque je n'ai pas mg ρ, mais ρ c'est m sur v, donc c'est la masse par unité de volume. La masse par unité de volume. Au second membre apparaîtront la somme des forces extérieures par unité de volume, Newton par mètre cube, par unité de volume. Et je retrouve là la force de pesanteur, la force de volume de pesanteur et la force de pression statique, c'est-à-dire de surface, de pression statique. Voilà, donc grâce à cette nouvelle écriture, j'ai pu, puisque cette écriture, le premier membre ressemblait au premier membre de la loi de la dynamique, à savoir m gamma, mais comme je n'ai pas m, j'ai ρ, et ρ c'est m par v, donc je dirais que c'est la masse par unité de volume. Par conséquent, au second membre apparaîtront les forces, la résultante des forces extérieures par unité de volume. Il s'agit en l'occurrence de la force de pesanteur plus la force de pression statique, Voilà. Je vais maintenant aller un tout petit peu plus loin pour pouvoir exprimer tout ça de manière un peu plus compacte. Je vais combiner la force de pression statique avec la force de pesanteur pour faire apparaître la force de pression motrice. Mais au préalable, redéfinissons un peu la pression motrice, on l'avait déjà vu. La pression motrice, si je choisis la coordonnée ascendante, je la nomme Z, et je la choisis ascendante de manière à s'opposer à G, je le sais, Gx et Gy seront identiquement nuls, il me restera Gz qui sera égal à moins G, et dans ces conditions, la pression motrice P étoile va être égale à la pression statique plus ρGz. La pression statique plus ρGz, où ρGz est l'énergie potentielle par unité de volume, bien sûr, l'énergie potentielle par unité de volume, de position dans le champ gravitationnel, dans le champ de gravité. Bien, alors maintenant je vais aller essayer de combiner, de voir un peu le second membre des équations de l'air. Mais au préalable, donc je vais m'occuper du second membre. Pour cela, je vais me placer dans le cas d'un fluide incompressible, pour lequel G reste constante. Bien. J'aurais souhaité écrire GI sous une forme beaucoup plus compacte pour pouvoir avoir suivant x0, suivant y0 et suivant z moins g. Pour que je puisse avoir des zéros suivant x et suivant y, certainement il va falloir dériver. Et pour avoir moins g suivant z, c'est la solution. Il suffira de dériver gz
par rapport à z pour donner moins g suivant z. Mais pour donner 0 suivant x et 0 suivant y, bah, je l'ai compris, je n'ai qu'à écrire gi, c'est la dérivée par rapport à dxi, et non pas z, dxi de moins gz. De moins gz. En fait, ça c'est g qui sera égal à moins gradient de gz, si je voulais adopter l'écriture vectorielle. Donc remplaçons gi dans le second membre des équations de l'air. Je fais ça. Je vais remplacer gi par d sur dxi de moins gz dans le second membre des équations de l'air, pour le cas, n'oublions pas, d'un fluide incompressible. D'un fluide incompressible pour lequel g reste constante. G ne varie pas suivant l'altitude. Bien, remplaçons, je vais obtenir ceci. Rho, d sur dxi de moins gz, moins dp sur dxi. Je m'aperçois que j'ai un signe moins, je vais le mettre en facteur. J'ai d sur dxi, j'ai d sur dxi. Je vais dire que ça va être p plus ρ est incompressible, je vais le faire rentrer dans la dérivée. Ρ est incompressible, je le fais rentrer dans la dérivée. Donc j'aurai P plus ρ gz. P plus ρ gz. Je vais avoir ça quand je fais rentrer ρ dans la dérivée, puisque j'ai adopté l'hypothèse du fluide incompressible. L'hypothèse du fluide incompressible. Ben, c'est fini. Je reconnais là un résultat qui est donné en rouge ici. P plus ρ gz, c'est la pression motrice du fluide. C'est la pression motrice du fluide. Donc j'écris ça comme ceci. Voici une écriture beaucoup plus compacte des équations de l'air dans le cas d'un fluide incompressible. Elle dit quoi? Ben, elle dit la chose suivante. Rho d de VI sur dt, la dérivée particulière de VI, c'est égal à moins la dérivée de P étoile sur dxi. C'est la force de pression motrice. Je reconnais toujours là l'accélération de la particule fluide, l'accélération selon le temps lagrangien de la particule fluide. Par conséquent, on peut à travers cette écriture dire que pour un fluide incompressible, les forces responsables des écoulements sont les forces de pression motrice. C'est-à-dire que ce sont les gradients, seulement les gradients, qui produisent l'accélération du fluide. Donc s'il y a une différence de pression motrice entre deux régions du fluide, il va y avoir un écoulement. On en conclut donc quoi? Que c'est la variation de la pression motrice entre deux régions différentes du fluide qui va produire l'écoulement. Et seulement cela, rien d'autre. La question est, si on avait abordé le fluide réel, pour lequel les forces de frottement sont là, qu'on verra dans la deuxième partie du programme, où il y aura une nouvelle playlist qui concernera le fluide réel. Que se serait-il passé? Est-ce que cette conclusion reste toujours valable? Eh bien oui, parce que dans ces conditions, si on était en fluide réel, il faudrait adjoindre la force de frottement visqueux. Comme la force de frottement visqueux, par définition, elle est résistante, donc elle ne peut produire d'écoulement, sauf par entraînement, par le biais de parois mobiles. C'est le seul cas où on peut observer un écoulement. Par conséquent, on pourra toujours dire que même pour un fluide réel, le responsable d'un écoulement, c'est les variations de la pression motrice en différents points d'un fluide. Quand on suppose bien sûr que les parois sont immobiles. Maintenant, si les parois sont immobiles, les forces de frottement peuvent effectivement produire des écoulements tels qu'on l'a vu pour pouvoir mettre en évidence l'expérience de la mise en relief des forces de frottement. Quand j'ai présenté, j'avais appelé ça à l'époque, dans la deuxième ou la troisième séance, quand j'ai présenté la viscosité, j'avais appelé cette expérience l'expérience de Couette. Une dernière remarque, si la vitesse était identiquement nulle, c'est-à-dire si je me trouve dans un équilibre hydrostatique, en d'autres termes, si le fluide est au repos dans un repère galiléen fixe, ben je retombe sur quoi? Je retombe sur la LFH, la loi fondamentale d'hydrostatique. Je retombe sur le fait que d de P étoile sur dxi égale à 0, en d'autres termes, ρgi moins dp sur dxi égale à 0. Voilà, nous avons démontré une équation très puissante, elle s'appelle les équations de l'air. Nous avons compacté cette écriture pour produire une écriture beaucoup plus simple, mais qui était tributaire de l'hypothèse d'un fluide en écoulement incompressible,
un écoulement incompressible. Nous allons maintenant expliquer pourquoi on va s'arrêter là pour les équations de l'air et aller vers une autre équation. Il nous faut expliquer pourquoi on ne peut pas, parce que normalement, à arriver à cette étape, nous devons dire que ça y est, le fluide parfait, nous le maîtrisons. Nous avons l'équation qui va nous permettre de répondre à la question, c'est-à-dire prédire l'écoulement, répondre à quoi? Quelle est la vitesse, les trois composantes de la vitesse, et quelle est la pression? Si j'adjoins l'équation de continuité, j'aurai un système fermé, c'est-à-dire autant d'équations que d'inconnues. Mais vous allez voir, je vais rapidement abandonner cette piste pour aller vers une autre. Donc résumons, nous allons maintenant voir un théorème très puissant que les masters, les licences et les ingénieurs utilisent toujours. C'est le théorème de Bernoulli que nous présentons comme ceci. D'abord, faisons un peu le point. Qu'est-ce que nous avons comme équation? Nous avons les trois projections des équations de l'air, l'équation vectorielle de l'air. Nous avons l'équation de continuité. En d'autres termes, nous avons quatre équations. Quelles sont mes inconnues pour pouvoir prédire l'écoulement? L'écoulement d'un fluide d'un point de vue macroscopique, répétons-le. Les inconnues sont le champ de vitesse avec ses trois composantes et la pression statique. Donc j'ai quatre inconnues. Par conséquent, j'ai autant d'équations que d'inconnues. Si j'adjoins les conditions aux limites sur la pression et sur la vitesse, n'oublions pas que pour la vitesse, il ne faudrait parler que des conditions de non-pénétration, car la condition de non-glissement n'existe pas. La condition de non-glissement n'existe pas. On a dit qu'on y faisait fi, on passait dessus. On ne la retenait pas. Normalement, le système est fermé, par conséquent, je peux trouver une solution à mon problème. Malheureusement, dans la dérivée particulière apparaît un terme très non linéaire, qui est non linéaire, c'est la vitesse multipliée par le gradient de vitesse, Vj dvi sur dxj, qui est très non linéaire, et cette non-linéarité est très gênante. Donc je ne pourrai pas résoudre de manière simple mon système d'équations. Pour cela, donc, je vais abandonner cette piste, mais je vais aller présenter le théorème de Bernoulli. Mais je ne vais pas démarrer de rien, je vais démarrer des équations de l'air. Les équations de l'air. Donc je vais démarrer comme ceci. Je vais vous présenter dans cette dernière partie du chapitre 5 le théorème de Bernoulli, qui est en fait une intégrale première des équations de l'air. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais projeter mon équation de l'air suivant OX, OY et OZ. Je vais la projeter suivant OX, OY et OZ. Bien, c'est ce terme-là qui présentait une très forte non-linéarité. La vitesse, Vj, multipliée par le gradient de vitesse. Et je vais multiplier chaque projection par dx, dy, dz. Par dx, dy, dz. Donc je vais projeter suivant OX, OY, OZ, et je vais multiplier par dx, dy, dz. Dx, dy, dz ne sont pas des accroissements aléatoires. Ils ont été pris, ces variations ont été prises le long d'une ligne de courant, sur dl. Ils ont été pris sur un élément différentiel de déplacement dl, le long d'une ligne de courant. Retenons ça parce que tout à l'heure, je vais faire une transformation qui n'est possible que si je suis sur une ligne de courant. Bien, donc je vais écrire tout ceci en observant que l'indice J se répète deux fois dans un même monôme. Par conséquent, il faudrait que je fasse les sommations de ces mêmes monômes à travers les trois directions. Et donc, je vais écrire les équations de l'air suivant premièrement OX multiplié par DX, ensuite OY multiplié par DY, ensuite OZ, la projection suivant OZ, multiplié par le déplacement suivant Z. Ça me donne ceci. Donc vous voyez, chaque terme de la projection suivant X, suivant OY et suivant OZ a été multiplié respectivement par DX, DY, DZ qui appartiennent à un élément différentiel d'une ligne de courant, un élément élémentaire dl d'une ligne de courant. Bien, je vais maintenant sommer les trois projections. Je vais faire la somme des trois projections. Et je vais commencer comme ceci. D'abord, je vais mettre la partie qui va me poser problème, donc je la mets directement comme ceci, je vais mettre le signe moins entre elles, et je vais m'occuper des premiers termes, des premiers membres. Je remarque, j'ai quoi? J'ai ρ d sur dt, vx dx, vy dy, vz dz. Je vais écrire ça de manière plus compacte en ayant recours à la convention de sommation d'Einstein. Ça va me donner ρ d sur dt de vi dxi.
de VI dXI. L'indice I se répète 2 fois dans ce même monôme. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ces 3 sommations. Je vais refaire ce même topo pour le second membre, en vert. Et je vais commencer par ρ Gx dx plus ρ Gy dy plus ρ Gz dz. Je m'aperçois que c'est Gx dx, Gy dy, Gz dz. Par conséquent, ça va s'écrire comme étant ρ Gi dxi. Et enfin, pour les gradients de pression multipliés par les déplacements élémentaires, ça va être dp dx, dx, dy, dy, dz, dz, donc dp sur dxi, dxi, voilà les résultats auxquels il fallait aboutir. Je vais reprendre cette dernière écriture dans la prochaine diapositive, la 133, et je vais maintenant aller m'occuper de la partie entre crochets, entre accolades plutôt. La voici, la partie entre accolades, et j'aurais tellement voulu qu'ici, au lieu d'avoir Vy dx, j'aurais tellement voulu avoir Vx dy, et ici Vx dz, de manière à avoir des Vx, 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 Vx et Vx, Vx. Idem ici, j'aurais tellement voulu avoir Vy, Vy, là il est présent, mais ici j'aurais voulu avoir Vy fois Vy, et ici Vy fois Vy. Donc ici j'aurais voulu avoir dx, dy et dz. Et la même chose pour la dernière. Puisque je suis sur une ligne de courant, n'oublions pas, nous sommes dx, dy, dz ont été pris sur une ligne de courant dl. Donc je peux appliquer l'équation des lignes de courant. C'est dx sur vx égale à dy sur vy égale à dz sur vz. Par conséquent, ce que je souhaitais avoir, je peux l'avoir. Puisque Vy dx, le voici, Vy dx, c'est exactement Vx dy. Et Vz dx, c'est exactement Vz dx, c'est Vx dz. Idem ici, Vx dy, Vx dy, le voici, c'est exactement Vy dx. Et Vz dy, c'est exactement Vy dz. Donc je vais transformer tout ça pour avoir une écriture beaucoup plus sympathique que voici, où je vois apparaître dans la première ligne que des vitesses Vx, dans la seconde que des vitesses Vy, et dans la troisième que des vitesses Vz. Et j'obtiens toujours dx, dy, dz, dx, dy, dz, dx, dy, dz. Voilà, je suis presque arrivé à la fin de la démonstration. Je vais à présent passer à la diapo 134 que voici. Ça, c'est pour vous dire comment j'ai fait les transformations, pour vous aider avec les couleurs. Voilà, comment j'ai fait les transformations, comment j'ai fait pour pouvoir. J'ai fait oralement, j'ai rajouté les couleurs pour que vous puissiez savoir comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai transformé. Par exemple, les parties sur les diagonales, je ne les ai pas transformées parce qu'elles étaient bien préparées. Il y avait Vx, Vx, Vy, Vy et Vz, Vz. Bien, réécrivons ce dernier résultat dans la prochaine diapositive que voici. Et maintenant, essayons d'écrire de manière beaucoup plus simple, grâce à la convention de sommation d'Einstein, la première ligne, plus la seconde ligne, plus la troisième ligne. C'est-à-dire, nous avons ici 9 monômes. Je vais réduire ça à 3 monômes, par le biais de l'écriture indicielle. L'écriture indicielle, c'est très simple, je vois apparaître ici dx, dx, dy, dy, dz, dz. Par conséquent, ce sera vx, dvx, dxj, dxj. Je vais changer d'indice muet. Je vais prendre j. Je réserve i pour plus tard. Donc, je vais prendre j. Idem ici. Pardon, idem pour la deuxième ligne. Vy, dvy, dxj, dxj. Et idem pour la troisième ligne. Plus vz, dvz, dxj, dxj. J'obtiens ça. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous étions partis d'un système comportant, je crois, 18 termes. Là, nous sommes arrivés à quelque chose qui comporte plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Et vous allez voir, nous allons encore diminuer le nombre grâce à l'écriture qui suit l'écriture selon la notation indicielle. Pardon. J'ai perdu le mot, la notation indicielle. Bien, alors on y va, la dernière étape, là voici, je mets tout ça dans la dernière diapositive. Et d'abord, avant cela, rappelons que la dérivée de x2, par exemple, c'est 2x dx, c'est 2x dx. Par conséquent,
Par conséquent, x dx, c'est 1 demi de la dérivée de x2 ou alors la dérivée de x2 sur 2. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de x dx? Parce que je vois apparaître v dv, v dv, v dv. Par conséquent, je pourrais écrire ça comme étant la dérivée de vx au carré sur 2 plus la dérivée de vy au carré sur 2 plus la dérivée de vz au carré sur 2. J'écrirai comme ceci. Voilà. Maintenant, je vois apparaître une mise en facteur. J'ai d sur dxj de vx au carré sur 2 plus vy au carré sur 2 plus vz au carré sur 2. Je fais sortir le 1 demi. J'aurai par conséquent ceci. d sur dxj de 1 demi vx au carré plus vy au carré plus vz au carré. Si je voulais écrire ça grâce à la convention de sommation d'Einstein, ben je le sais ce que c'est. Puisque Vx2 plus Vy2 plus Vz2, ce n'est rien d'autre que Vx plus Vy plus Vz. Donc je vais faire quoi? Ça sera Vi, c'est-à-dire Vi au carré. Mais Vi au carré, c'est rien d'autre que la norme de V. Donc c'est V carré. Par conséquent, voici on est presque arrivé à la fin. Voici ce que devient l'équation précédente. Vous vous rappelez, nous sommes partis de très très loin, un système comportant 18 termes, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je suis arrivé à 4 termes. Donc je vais écrire ce résultat en écriture indicielle et je vais aussi, ici, écrire en vectoriel. C'est une équation, alors je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le dire. Pourquoi on a pensé à multiplier les équations de l'air par le déplacement? Dans les équations de l'air, nous l'avons dit, le second membre, ce sont des forces. Par unité de volume, mais ce sont des forces. Si je multiplie ces forces par un déplacement, ça va me donner un travail, une énergie. Donc c'est pour ça que je suis en train d'aller tout doucement pour vous présenter une équation énergétique. Bien, nous l'avons dit tout à l'heure, pour pouvoir écrire ça de manière beaucoup plus simple, avec un seul monome, on avait dit qu'on pouvait écrire ça, soit dire G c'est moins gradient de Gz, ou alors, avec l'écriture indicielle, Gi moins d sur dxi de Gz, comme ceci. Bien, je vais remplacer, comme tout à l'heure, Gi par d sur dxi de moins Gz. J'obtiendrai ceci. Voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, une fois que j'ai écrit ça, j'arrive à la dernière étape. C'est un résultat que nous avons déjà présenté. Je vous avais demandé de le garder en tête parce que j'allais le reprendre dans l'équation, justement, dans le théorème de Bernoulli. Mais pour vous aider, je vais revenir ici. Que signifie, par exemple, ce terme-là? Qu'est-ce que c'est que ce terme-là en coordonnées cartésiennes? dp sur dx plus dp sur dy plus dp sur dz. Ça me rappelle quoi? Un résultat que je vous avais déjà démontré, c'est la différentielle totale exacte de P. C'est dP, la différentielle totale exacte de P. Quand j'ai démontré le vecteur gradient, j'étais passé par la différentielle totale exacte d'une fonction scalaire phi, et je vous avais dit garder en tête ce résultat. Par conséquent, les trois termes en jaune, je peux dire que ça va être la différentielle totale exacte de v carré sur 2, la différentielle totale exacte de Gz et la différentielle totale exacte de P. Ça me donne ceci. Voici presque arrivé à la fin. Comme je suis sur une ligne de courant, je vais considérer deux points sur cette même ligne de courant, un point 1 et un point 2, et je vais considérer un point 1 et un point 2 d'une même ligne de courant, et je vais intégrer cette équation écrite en projection suivant OXI, ou bien sous forme vectorielle ici. Je rappelle encore une fois, c'est une équation scalaire. J'obtiendrai une première écriture du théorème de Bernoulli, sans aucune hypothèse, à l'exception d'une seule, le fait d'avoir choisi la coordonnée verticale ascendante et de l'avoir nommée Z. C'est la seule hypothèse que j'ai prise. Bien, une fois que je fais ça, je me rends compte que l'application dans les problèmes du théorème de Bernoulli, quand je vois les équations 1 et 2, elles sont compliquées, elles sont relativement compliquées. Alors je vais commencer par prendre certaines hypothèses pour pouvoir simplifier un tant soit peu ces équations.
Donc je vais commencer par la première équation, c'est le cas d'un fluide incompressible parce que je suis très gêné par le ρ puisqu'il est à l'intérieur de la dérivée. En effet, s'il n'y avait pas ρ, j'aurais l'intégrale de la dérivée de P, ça serait P entre 1 et 2. S'il n'y avait pas ρ, l'intégrale de la dérivée de Gz, ça aurait été Gz entre le point 1 et 2. Et idem, s'il n'y avait pas ρ, ça aurait été l'intégrale de la dérivée de V carré sur 2, ça serait V carré sur 2. Donc je vais adopter une première hypothèse qui est l'hypothèse du fluide incompressible, soit un fluide incompressible. Par conséquent, je vais faire sortir ρ de l'intégrale, comme ceci. Maintenant, je peux intégrer aisément toutes les trois intégrales, je peux les intégrer en conservant celle-ci, j'en parlerai tout à l'heure, et j'obtiendrai ceci. Voilà ce que j'obtiens. Voilà le théorème de Bernoulli, écrit dans le cas d'un fluide incompressible. Écrit dans le cas d'un fluide incompressible. Maintenant, que représente la première intégrale? D'abord, elle traduit le caractère instationnaire de l'écoulement. C'est une intégrale curviligne de circulation entre le point 1 et 2 d'une même ligne de courant. Bien. Le deuxième terme, bah, c'est P plus ρGz plus 1 demi de ρV carré, c'est-à-dire la pression motrice, si je regroupe P et ρGz, et l'énergie cinétique. Je vais appeler d'abord ρGz, c'est l'énergie potentielle de position dans le champ de gravité, l'énergie par unité de volume évidemment, l'énergie potentielle de position dans le champ de pesanteur, et 1 demi de ρV carré, vous l'avez compris, c'est aussi quelque chose que vous connaissez, c'est l'énergie cinétique par unité de volume de votre fluide en un point quelconque. Bien, je vais maintenant passer à l'autre diapo pour redonner une autre appellation, puisque j'ai des pressions, et les mécaniciens des fluides préfèrent parler autrement, ils préfèrent parler en termes de pression. On va donc parler comme ceci, on va donc adopter cette nomenclature. P est une pression statique, mais comme partout ce sont des énergies, énergie potentielle de position, énergie cinétique, P apparaît comme étant une énergie potentielle hydraulique. Autrement, P est la pression statique, P étoile est la pression motrice, et on appelle 1 demi de ρ V carré, on l'appelle non pas l'énergie cinétique, on appelle ça la pression dynamique. Et le total, P étoile plus 1 demi de ρ V carré, on appelle ça la pression totale. Alors, je suis presque arrivé à la fin. Je vais maintenant présenter le théorème de Bernoulli pour un fluide incompressible, mais je rajouterai une seconde hypothèse pour pouvoir me débarrasser de cette intégrale curviligne qui n'est pas évidente à mettre en œuvre quand on va faire les applications. Donc pour pouvoir m'en débarrasser, je vais choisir le cas d'un écoulement stationnaire ou quasi-stationnaire. Donc si l'écoulement est stationnaire, je vais avoir quoi? Bah, la conservation de la pression totale, c'est-à-dire P plus ρGz plus 1 demi de ρV carré qui va être égal à une constante. P plus ρGz plus 1 demi de ρV carré qui va être égal à une constante. Ça traduit quoi? Ben, cette équation traduit la conservation de l'énergie par unité de volume, l'énergie volumique d'un fluide, l'énergie par unité de volume. Elle dit quoi? P étoile plus 1 demi de ρV carré, la pression motrice plus la pression dynamique, reste constante sur une même ligne de courant. Elle se conserve. Sur une même ligne de courant, cette quantité se conserve. L'énergie volumique se conserve sur une même ligne de courant. Voilà ce qu'on va dire. P total reste constante, elle est uniforme, elle ne varie pas sur une même ligne de courant. Cette équation traduit quoi? La 14. L'équation 14 traduit la conservation de l'énergie totale par unité de volume au long d'une même ligne de courant. Enfin, je vais écrire pour un autre cas qu'on verra vers la fin de cette playlist, quand je parlerai du critère d'incompressibilité. Je vais voir avec vous maintenant juste rapidement, je vais vous écrire le théorème de Bernoulli écrit pour un fluide compressible. Le théorème de Bernoulli écrit pour un fluide compressible. Je l'ai compris, pour un fluide compressible, je ne pourrai plus faire sortir ρ de l'intégrale. Par contre, je pourrais diviser mon équation par ρ. Je vais donc me débarrasser de ρ dans les trois premiers termes du premier membre. Il me restera le dernier terme du premier membre, ça sera dp sur ρ. Je vais avoir ceci. Donc partout je pourrais intégrer, il me restera ça.
Donc pour le premier terme qui traduit le caractère instationnaire de l'écoulement et pour le dernier terme, il faut faire attention. Il faudra tenir compte de l'intégrale le long du chemin suivi, le long de la ligne de courant entre le point 1 et 2. Voilà, cette partie de cours est finie. Il me reste à vous présenter dans la prochaine séance les applications du théorème de Bernoulli. Je commencerai par deux applications en écoulement stationnaire pour un fluide incompressible. Ensuite, je vous ferai le cas d'une vidange instationnaire d'un réservoir et pour cela, l'écoulement sera instationnaire. Donc nous verrons le cas d'un écoulement d'un fluide incompressible en régime instationnaire. Et voilà donc tout ce qui va venir d'aujourd'hui jusqu'à presque la fin, ça concernera des applications. J'espère que le cours vous a été, comme pour moi, agréable. Si vous n'avez pas compris quelque chose, faites-le moi savoir. Et à très bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous et au revoir.